Donc, merci beaucoup de votre nombreuse présence et je le sais déjà chaleureuse. Merci à vous deux, mesdames. Nathalie Schex, donc la directrice du musée Géniche à Vevey, et Claudine Gramont, la chef du cabinet d'art graphique au Musée national d'art moderne, Centre Pompidou. J'ai rien oublié. J'essaye d'être précis. Donc le principe de la présentation, il y a un PowerPoint qui tourne en permanence et qui fait se succéder des éléments d'information sur le musée Géniche de Vevey et ensuite sur le cabinet d'art graphique. Le propos, c'est de les inviter plutôt que vous, de les inviter à nous parler un peu de la question de la constitution d'une collection de dessins dans les deux cas de figure. Ce sont deux cas de figure que je connais, je ne vous le cache pas, assez bien et même peut-être très bien, et qui sont très différents. C'est pour ça que ça va être aussi très intéressant. Et puis, les problèmes de diffusion, et non pas comme ça avait été annoncé sur le panneau qui est derrière là, nous, de conservation. Donc, je pense que la première des choses, on va demander, et je vais demander à Nathalie d'ouvrir le bal, de présenter son musée en quelques mots. Merci Philippe pour l'invitation d'aujourd'hui. Merci à vous d'être aussi nombreux et nombreuses. Le musée Yéniche de Vevey est un petit musée de province suisse. C'est un musée en fait qui est né par l'initiative d'une mécène allemande qui s'appelait Fanny Jenisch, qui était originaire de Hambourg et la femme d'un sénateur et qui était très régulièrement en voyage en Suisse et notamment à Vevey où on a un très très bel hôtel qui s'appelle l'Hôtel des Trois Couronnes. Et pour remercier la ville des séjours réitérés en Suisse et du plaisir qu'elle avait eu dans la commune qui se situe donc entre Lausanne et Montreux au bord du lac Léman, elle a décidé de contacter les autorités à l'âge de 79 ans pour proposer de donner de l'argent à la commune pour y édifier un musée. Et malheureusement, Fanny va mourir l'année suivante, en 1880. Et le temps de trouver un terrain pour accueillir cette institution, de trouver évidemment les architectes et d'édifier le musée qui est déjà parti, vous venez de le voir passer, eh bien, il a fallu attendre quelques années, si bien que le musée a ouvert ses portes en 1897 à Vevey. Voilà, ça c'était justement le terrain préalable. Et comme vous le voyez, en fait, avant nous, il y avait des vignes. Et est-ce que tu peux nous donner un peu le contenu du musée, Alors, en deux mots? Oui, au départ, donc, il a été conçu comme un temple des connaissances, hein, comme on le faisait au 19e siècle, et il rassemblait des collections très éparses, notamment parce que Fanny a donné de l'argent pour l'édification du musée, mais n'avait pas donné de collection pour l'institution. Donc, il y a évidemment des collections de peintures. La première œuvre qui est entrée dans les collections est un tableau de Bossion qui a été acquis par souscription publique. Donc, ce sont les habitants de la commune qui ont donné de l'argent pour pouvoir avoir leur premier tableau. Ensuite, évidemment, il y a eu d'autres donations qui ont permis d'enrichir ces collections de peintures. Au départ, le musée contenait également la collection historique, donc tous les témoignages de l'histoire de Vevey. Et cette collection dite du vieux Vevey a quitté le musée en 1953 et un musée d'histoire a été créé à Vevey. Il y avait aussi une collection de sciences naturelles avec à la fois des herbiers, des collections de coquillages, de gémologie, des animaux empaillés, que sais-je.
qui a quitté le musée au début des années 80, et puis la bibliothèque, et ça c'était vraiment dans le testament de Fanny, elle souhaitait que la bibliothèque de la ville soit installée au musée. Et vous dire encore qu'au départ, on accueillait au musée aussi les cours de dessin. Et ça a duré pendant des années, les cours de dessin et les cours de physique. Alors ça, il ne faut pas le dire, hein, évidemment. Aujourd'hui, si on faisait des cours de physique dans un musée, ce serait un véritable scandale. Voilà, petit à petit, les collections vont donc sortir du musée, les collections spécialisées, et le musée va devenir vraiment un musée spécialisé dans les beaux-arts, dans le domaine des beaux-arts, à partir des années 1980. Œuvres sur papier, alors, de manière majoritaire. Papier, absolument, aujourd'hui, c'est vraiment notre spécialité. Donc en fait, on est un musée qui conserve environ 53 000 items et une collection très importante d'estampes, 40 000 estampes de la Renaissance à aujourd'hui, ainsi que 11 000 dessins et 1600-1700 peintures, et pour terminer, quelques sculptures. Et si je peux me permettre d'intervenir, Nathalie, est-ce que tu peux préciser aussi comment ce musée recèle en quelque sorte un certain nombre d'autres entités, comme la Fondation Kokoschka, mais je te laisse les énumérer parce que je ne les ai pas nécessairement tous dans la tête. Oui, on a eu une figure assez importante au musée Jenisch, vous l'avez vu dans le diaporama, un directeur qui s'appelait Bernard Blatter et qui a œuvré au musée entre 1984 et 2003. Et grâce à lui, en fait, on a eu en 1989 le dépôt au musée de la Fondation Oskar Kokoschka. Alors c'est étonnant hein, pour un artiste viennois d'arriver à Vevey, mais en fait, il faut savoir qu'il a terminé sa vie à Villeneuve, qui est une petite commune limitrophe, et qu'après sa mort, sa veuve, qui était amie avec ce directeur, a décidé de constituer une fondation qui est le plus grand ensemble d'art graphique de Kokoschka au monde, et de la déposer au sein du musée Jenisch-Vevey, où nous organisons chaque année une exposition temporaire d'art graphique de Kokoschka et sinon une présentation permanente de ses peintures. Et l'autre chose importante la même année, 1989 toujours, c'est le dépôt au sein du musée Jenisch du cabinet cantonal des estampes. Le cabinet cantonal des estampes, si vous voulez, un canton en Suisse, c'est un petit peu l'équivalent d'un département en France. Et il y avait plusieurs fonds d'estampes qui étaient disséminés sur le territoire. Et ils se sont dit, pour vraiment avoir un cabinet d'estampes digne de ce nom, ce serait utile en fait, de réunir ces différents fonds dans un même lieu. Et ce cabinet cantonal des estampes rassemble 6 fonds distincts. Évidemment, la collection d'estampes de la ville de Vevey, celle de l'État de Vaud, donc si vous voulez, la ville, le canton, et ensuite des collections particulières. La collection d'un médecin qui s'appelait le professeur Decker, qui n'a collectionné que des Dürer et des Rembrandt. Alors c'est une petite collection, mais grande dans sa signification et dans sa valeur. Une collection rassemblée par un pasteur vaudois qui s'appelait le pasteur Coindet, et qui a fait une fondation avec toutes les œuvres des artistes qui sont passés par Saint-Pré. Vous connaissez peut-être ce nom, les ateliers de Saint-Pré, où tous les artistes graveurs du XXe siècle sont venus s'exercer. Et c'est la fondation William Coindet et Atelier de Saint-Pré. Et pour les Parisiens, vous avez vu une exposition au musée Marmottan-Monet l'an passé qui s'appelait Graver la lumière. Eh bien, ce sont les plus belles feuilles de cette fondation. Et encore deux autres fonds, celui d'un artiste qui s'appelle Forel et d'un artiste qui s'appelle Pierre Aubert. Voilà. En gros, ce sont ces 6 fonds rassemblés qui constituent le cabinet cantonal des estampes. Donc, au bout du compte, ce musée Jenisch, c'est un millefeuille. On pourrait le dire. On peut dire ça comme ça. Il y a plusieurs couches. Alors, il y a plusieurs couches. Ce qui le réunit, en fait, le fil rouge, si vous voulez, ce sont les œuvres sur papier. Mais après, en termes de, il n'y a pas de, comment dire, d'unité ni géographique ni d'unité temporelle, on va dire, dans la collection. Donc, vraiment, les feuilles collectionnées au musée Jenisch, elles vont de la Renaissance à aujourd'hui, et dans le domaine du dessin et dans le domaine de l'estampe. Ce qui en fait un musée particulièrement intéressant à découvrir. Encore plus intéressant de travailler avec lui, je vous l'assure. Claudine.
c'est toute une autre histoire qu'on connaît peut-être beaucoup mieux parce que nous sommes ici sur le territoire français avec donc le cabinet d'art graphique qui, lui, a pris forme et est né en 1975, c'est-à-dire, tu me corriges si j'ai une bêtise, 2 ans avant l'ouverture de Beaubourg. Exactement. Alors, ça marche. Ça marche. Donc, est-ce que tu peux nous présenter à ton tour ce cabinet d'art graphique? Alors, le cabinet d'art graphique du Centre, comme tu le rappelles, effectivement, est né en 1974, donc avant même que soit construit le Centre. À l'origine de ce cabinet, il y a Dominique Bozo et Pierre Georgel qui ont réfléchi à comment, disons, montrer, constituer ce cabinet d'art graphique, comment constituer aussi cette collection, comment la rassembler, puisqu'au départ, elle est issue des collections du Musée du Luxembourg et du Jeu de Paume, qui sont les collections constitutives du Musée national d'art moderne. Okay. Mais jusqu'à cette époque-là, en 1974, on n'avait pas imaginé créer un département spécifique, distingué. Et c'est à ce moment-là, en 1974, qu'on commence à créer donc ce département. Il y a ça part des inventaires. Hein. Et puis, donc, on commence avec 5000 dessins et avec cette idée que le dessin, on va à la fois le conserver, on va le restaurer, donc évidemment, et puis on va aussi pouvoir le montrer. Donc, c'est le cabinet d'art graphique, c'est à la fois un département, mais c'était aussi, dans l'idée d'origine du Centre, une galerie d'art graphique, donc un lieu d'exposition dédié au dessin dans le parcours des collections du Centre. Ça, c'est important aussi. Plus un lieu de consultation, c'est-à-dire un lieu où on vient, sur rendez-vous, bien sûr, consulter le dessin avec des réserves attenantes. Donc voilà le modèle qui a après existé de 1974 jusqu'à aujourd'hui. Au début, il ne s'appelait pas cabinet d'art graphique, si? D'emblée, il s'est appelé cabinet d'art graphique. Oui, d'emblée. C'est pas cabinet de dessin. Non, c'était le cabinet d'art graphique dès le départ, et nous, on l'appelle du petit nom de CAG. CAG, oui, bien sûr. On aime bien les acronymes. Art graphique étant au singulier, j'ai noté, non? Oui. C'est bien ça. Oui, ça a du sens. Probablement. Oui. C'est vrai que j'y ai pas réfléchi. Quel sens on doit lui prêter? J'y ai pas réfléchi. Que c'est exclusivement des œuvres, je dirais, de l'ordre d'un dessin traditionnel, ou bien est-ce que ça inclut aussi, par exemple, comme c'est le cas à Vevey, mais qui est pluridisciplinaire en quelque sorte, des estampes? Alors, il n'y a pas... Non. Alors, il n'y a pas... Au départ, donc, justement, les estampes n'étaient pas dans la collection pour la bonne et simple raison que les estampes, ça se passe pour les collections nationales à la Bibliothèque nationale de France. D'accord, à la BNF. Voilà. Okay. Aussi, je suppose... je ne sais exactement pour quelle raison, parce que je n'ai pas encore eu le temps de d'éplucher toutes les archives, et elles sont considérables. Et ça là, ne fait que 2 ans que je fais un appel à projet, un travail de recherche, à mon avis, qui s'annonce très important dans les archives du Centre Pompidou. Au départ, donc, le dessin est aussi présenté, la galerie d'art graphique est aussi destinée à la photographie. Ah. Ouais, c'est intéressant. Important de préciser. Oui. En regardant aussi, il y a un catalogue raisonné des expositions du Centre Pompidou que vous pouvez trouver en ligne sur le site de la Bibliothèque Kandinsky. Il faut un peu le chercher, mais il existe. Il est passionnant de regarder que parmi ces premières expositions qui ont eu lieu dans cette création extraordinaire qu'a été le Centre Pompidou au départ, il y avait des expositions classiquement art graphique, je ne sais pas, Klimt par exemple, dès les origines, mais parallèlement, dans les espaces du centre, il y avait des expositions, par exemple, dédiées au dessin de presse. Donc ça veut bien dire qu'à l'époque, dans les années 70, on n'allait pas considérer dans le champ de la collection le dessin de presse ni la bande dessinée, voilà, ce type de choses. Aujourd'hui, on est déjà en train de réfléchir évidemment très, très différemment. D'accord. Donc la collection, elle est constituée pour l'essentiel, donc aujourd'hui, 35 000 dessins. Au tout départ 5 000, en 97 il y en a déjà 15 000. Donc vous voyez qu'il y a eu un travail qui a été fait entre 77 et 97 d'une considérable de constitution donc d'une collection. Et cette collection, en fait,
tu nous as posé la question de savoir quelle était la particularité de cette collection. Oui. Alors, c'est difficile de la décrire en quelques mots, tellement elle est diverse. Évidemment, sa particularité, c'est que nous sommes uniquement sur le XXe siècle et le XXIe siècle. XXe siècle, les artistes nés après 1870. Faisons quelques exceptions, par exemple pour Matisse, qui est né en 1869, on a considéré qu'il allait faire partie des collections. D'accord. Voilà. Et puis, donc des grands ensembles qui sont au départ souvent constitués de dons, et donc de dons d'artistes ou de familles d'artistes, évidemment. D'accord. Et qui correspondent aussi à l'ADN des collections du centre. Donc, on a par exemple, vous avez vu sur les photographies qui défilent, un très important fonds Kandinsky, qui est issu de la donation de Nina Kandinsky. Donc, les chiffres, je ne me rappelle jamais, parce que je suis très mauvaise pour les 44, chiffres. Hein, la donation? Non, bien plus tard. Plus tard, le legs de Nina Kandinsky, c'est 1980. 1265 dessins. Ah oui. Voilà. Rouault, c'est aussi Rouault. Isabelle Rouault qui a donné 464 dessins. Voilà. Chagall, 715 dessins, et récemment encore une donation de Mérette Meyer il y a 2 ans, qui a fait l'objet d'une présentation dans le cabinet d'art graphique du centre. Matisse, 173 dessins. Dufy, 1000 dessins. Je ne vais pas aller très loin comme ça, je vous rassure. Je pense que tu es en train de rendre jalouse ta voisine. Hein. Et bon, après, il y a des choses aussi, par exemple, plus particulières, comme Duchamp-Villon. On a des carnets de Duchamp-Villon qui sont très importants. Donc là, on a 300 dessins. Donc, quand on dit 300 dessins, ça veut dire qu'on va compter quand même toutes les pages du carnet. D'accord. On parle d'items. C'est important. Comme disait tout à l'heure. C'est pas exactement la même chose. Parmi les artistes qui sont encore vivants, je citerai, et là vous en avez aussi, donc Pierre Alechinsky avec 258 dessins et 169 estampes. Donc voilà un ensemble d'estampes. D'accord. Et plus récemment, Giuseppe Pennone, qui a fait une importante donation au centre avec 373 dessins qui ont été donnés. Quelle générosité ces artistes et ces donateurs, tout de même, il faut bien le dire. Mais on est presque en train de se dire, mais heureusement qu'ils sont là, sinon ce serait la maigreur totale. Bien sûr, et c'est notre. On est toujours très heureux, évidemment, de les accueillir. Ils sont chez eux au centre Pompidou. Alors, il y a aussi les collectionneurs. Pardon. Oui, très bien. Oui, c'est important. Il faut leur rendre hommage. Il y a aussi hommage. des dons importants de collectionneurs, à commencer par la donation de Louise et Michel Léris. Louise et Michel Léris, très important. Très grand fonds pour tout ce qui est papier cubiste, je dirais. Oui, papier cubiste, d'accord. La donation de Daniel Cordier, qui est aujourd'hui en grande partie déposée, ça c'est important, la politique des dépôts qui est déposée au musée des abattoirs à Toulouse. On va en parler de la Plus récemment encore, la donation, bien sûr, de Florence et Daniel Guerlain, très importante donation. Plus de 1000 dessins. En art, là, vraiment plus contemporain. Et puis, encore plus récemment, la donation de Charme, avec 731 œuvres graphiques. Alors, la collection de Charme, c'est l'art brut. Voilà. Donc, une collection d'art brut qui est arrivée donc, dans la collection du centre et qui, évidemment, est une collection qui nous fait beaucoup réfléchir à qu'est-ce que c'est que le dessin. Tout à fait. Et alors, l'art brut, il y avait des éléments dans la collection auparavant, avant que De Charme ne soit aussi généreux? Oui, bien sûr, puisque Daniel Cordier avait déjà... Par le biais de Daniel Cordier, oui, dont il y a d'ailleurs une exposition organisée en ce moment à l'Hôtel de Ville par la ville de Paris, hein, qui est, vous le savez, le fameux résistant, était le secrétaire de Jean Moulin, et qui, sous le masque d'une galerie... Alias Caracalla. Alias Caracalla. Donc, une fille. Alors, Nathalie, qu'on a entamé justement et très, très précisément cette question de la constitution de la collection. On a compris que les collections de Vevey, elles avaient bénéficié d'un autre mode opératoire, on va dire, c'est-à-dire abriter toute une fondation comme Kokoschka. Par rapport justement à l'existant, comment, en tant que directrice du musée Vevey, tu conduis la politique d'acquisition ou alors d'appel à générosité pour amplifier cette collection qui est la tienne?
Peut-être avant de répondre à la question de notre politique d'acquisition, peut-être présenter au public justement l'origine des collections de dessins. D'accord, très bien. Ensuite venir. Ça te va comme ça? Mais ça nous va à tous. Oui, simplement dire que donc, peu de temps après la création du musée, autour de 1900, l'enseignement du dessin qui est proposé donc, au musée Jenisch durant des décennies invite les conservateurs de l'époque à se doter de quelques feuilles vraiment à des fins pédagogiques. Donc ça, c'est vraiment le tout début, l'amorce. Mais en vérité, la nature des collections, c'est vraiment cristallisé autour du médium dessiné dans la deuxième partie du XXe siècle. Et ceci par deux voies. D'abord, évidemment, le travail des acquisitions des conservateurs et des directeurs, et puis par le biais de donations et de legs. Alors, je vais d'abord vous décrire un petit peu justement les grandes orientations des gens qui sont passés avant moi à la tête de cette institution. Et puis, dans un deuxième temps, je vous parlerai justement des importantes donations qu'on a eues. Alors, c'est vrai que je suis très, très jaloux des vôtres, mais on en a eu quelques-unes qui sont aussi pas mal. Voilà, alors... je vous ai parlé déjà de Bernard Blatter. Donc lui, c'est vraiment lui qui va transformer ce musée en un véritable musée de beaux-arts et non plus en un musée qui comprend des collections pluridisciplinaires. Et lui, il sera justement à l'origine de l'entrée dans les collections de nombreuses pièces. Je vous l'ai dit pour le cabinet cantonal des estampes et je vous l'ai dit aussi pour la Fondation Oskar Kokoschka. En 2004, va lui succéder Dominique Radrizzani et lui, en fait, il avait pour ambition de faire du musée Jenisch le centre national du dessin. Ah, bon, oui, intéressant. Voilà. Ça n'a pas marché, donc. Hein. Mais néanmoins, il va vraiment orienter les acquisitions vers les œuvres sur papier, le dessin, et grâce à lui, on a de très nombreuses œuvres du mouvement Cobra, et notamment des fonds très importants de Pierre Alechinsky qui sont arrivés au musée avec des donations dans les années 2006-2007. Donc on a aussi un fonds important, peut-être complémentaire. Il faudra qu'une fois on se montre nos feuilles respectives pour voir cela. Et en 2003, Dominique Radrizzani va aussi favoriser le dépôt. Alors ça, c'est vraiment... je pense, très singulier. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de musées avec lesquels ça se passe comme ça, mais d'une collection privée. Collection privée de dessins essentiellement anciens. Aujourd'hui, cette collection, elle compte 700 feuilles. Et donc, on vient d'apprendre que cette collection sera léguée au musée après la mort du collectionneur, mais au départ, ce n'était absolument pas dans les conditions. Mais alors, je me permets juste une incise par rapport à cette situation. Oui. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais pas en tête. À ce moment-là, le rôle d'un musée comme le musée Vevey, c'est d'être un garde-meuble. Pas le rôle d'une institution privée, publique, de payer un dépôt à un collectionneur privé. Donc évidemment. Non, parce que sinon on va tous vouloir venir à Vevey. Hein. Non, justement, c'est pour ça que en le racontant, je fais un peu les gros yeux. C'est parce qu'évidemment, pour moi, c'était important de pouvoir assurer que ce fonds, il resterait chez nous. D'accord, merci. C'est le cas aujourd'hui. Dieu merci. J'ai intervenu, mais c'était important. Non, c'est tout à fait important. Et puis, après Dominique Radrizzani, donc c'est Julie Henkel-Julliard, la directrice du musée entre 2013 et 2018. Et elle poursuit vraiment une politique d'acquisition dans le domaine des œuvres sur papier et vraiment dans le domaine de l'art contemporain. C'était vraiment le dessin contemporain, c'était vraiment sa spécialité. D'ailleurs, elle continue à œuvrer dans ce domaine-là. Et puis nous, depuis 2019, on achète aussi quasiment exclusivement des œuvres sur papier, estampes et dessins, mais œuvres anciennes et œuvres contemporaines. Et je vous ai dit parallèlement, donc les fonds se sont extrêmement enrichis grâce à la générosité de donateurs. Et ça commence chez nous, la première vraiment donation très importante dans le domaine du dessin, c'est en 1968. René de Séranville, qui détient une très belle collection de son père et qui va nous offrir alors 350 œuvres d'artistes italiens. Vous en avez vu quelques-unes sur les images. Donc Canaletto, Tiepolo, Zuccari. Il y a un ange de Zuccari de 1567 qui est passé. Et en fait, la famille de les anges ne font jamais que passer.
C'est ça, ils ne font que passer. Et la famille de cet important donateur, en fait, va continuer à enrichir ce fonds-là au fil des années. Vous avez vu passer un magnifique dessin d'Ingres, là aussi, c'est une donation qui a eu lieu en 1984. Et puis alors vraiment une donation extrêmement importante pour nous, c'est en 2014, plus de 700 dessins de Ferdinand Hodler. 700 dessins. Impressionnant fond de Ferdinand Hodler, quand on aime ça. Exactement. On prend une semaine à Vevey. Réunis par l'artiste et collectionneur Rudolf Schindler. Et malheureusement, le collectionneur mourra une année après la donation, mais heureusement pour nous, fera encore un leg qui va enrichir la collection avec une centaine de dessins supplémentaires de Ferdinand Hodler et en plus quelques 150 dessins du XVIe au XXe siècle. Donc grâce à lui, on a vraiment eu notre collection de dessins qui a pu constituer, je dirais, un corpus d'importance. Après, grâce aux artistes aussi, on a reçu... Ah ouais, merci. Il y avait des abeilles. C'est ça, il était un petit peu, pénible. Voilà, des artistes aussi qui nous ont donné d'importantes collections. Alors plutôt des artistes suisses comme Stéphane Landry, dont on a vraiment un fonds très important, ou encore les enfants de Jean Haute qui nous ont offert tous les carnets de l'artiste. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, la collection elle comprend 11 000 dessins. Et alors pour vous parler de notre politique d'acquisition, donc nous, on a 50 000 francs par année de budget d'acquisition pour les dessins et 50 000 francs pour les estampes. Donc ce sont Suisse, bien sûr. Francs suisses. Bon, c'est à peu près équivalent à l'euro, hein, oui. Quasiment. Donc ce sont quand même des montants relatifs, mais c'est vrai que l'estampe étant moins chère, enfin pour certaines en tout cas, on peut quand même enrichir les collections de manière significative. Alors, la politique d'acquisition qui a été rédigée, elle nous engage à aller dans deux directions. Évidemment, renforcer les points forts de la collection, donc compléter nos fonds déjà présents, que ce soit les fonds par école, par période ou les ensembles significatifs de la collection. Et puis aussi, en fait, on cherche toujours à faire des passerelles, à développer des complémentarités entre les fonds de dessin et d'estampes afin de proposer un regard plus large et décloisonné sur la production d'un artiste. Et puis la deuxième voie qui s'offre à nous dans notre politique d'acquisition, c'est évidemment d'élargir nos fonds. Et donc cela repose sur plusieurs axes de développement. 4 pistes, je dirais. Alors, la première, c'est évidemment de soutenir les artistes vivants, ça va de soi. Alors, avec évidemment les artistes vivants suisses. Vous avez vu un grand dessin d'Alain Huck qui est passé sur l'écran, qu'on a eu la chance de pouvoir acquérir grâce à une fondation déposante l'an passé. Mais on enrichit aussi avec des dessins d'artistes internationaux qui se distinguent par leur pratique du dessin. On essaye aussi, évidemment, en ayant au sein du musée la Fondation Oskar Kokoschka, de développer le dessin, les dessinateurs, je dirais, contemporains d'Oskar Kokoschka, donc dans une veine plus expressionniste. Comme nous avons un fonds très important de dessins italiens, de dessins anciens italiens, là aussi, on essaye de compléter les fonds, et notamment Pamela Gerda, ici présente, qui s'occupe plus particulièrement de ce pan de la collection, mais aussi l'école française. Et on aimerait aussi développer un tout petit peu plus l'école nordique. Donc ça, c'est pour le dessin ancien. Et enfin, on acquiert aussi des œuvres pour certains projets. Vous avez vu passer des mains de Célia Muller. C'était mon coup de cœur à Drawing Now il y a 2 ans, je crois. Et comme avec Philippe Piguet, on préparait une exposition sur le thème de la main et du gant, eh bien, on a décidé d'acheter ces pièces en vue de l'exposition à venir. Donc, c'est vrai que les salons comme le salon Drawing Now nous permet vraiment de pouvoir faire des achats et de préparer des projets pour l'avenir. Merci beaucoup, Nathalie, de cet exposé précis. Claudine,
eh bien, peut-être nous dire comment cette collection de dessins, elle se constitue dans le présent maintenant. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des directions? Comme tu es arrivé à ce poste récemment, je crois savoir que quand vous arrivez à un poste comme celui-ci, vous avez un projet à établir, un PSC, c'est ça, non? Un P, je ne sais plus comment ça s'appelle, projet scientifique culturel, c'est ça? Donc, ça. Quelle est l'orientation que tu as proposée à ce cabinet d'art graphique? Quelles sont les possibilités d'achat, puisque Nathalie nous a dit très clairement ses capacités financières? Quels sont les arcanes par lesquels passe? Parce que je dis bien les arcanes, parce que je sais que c'est assez compliqué tenu du statut de musée national d'art moderne et que l'acquisition ne se fait pas en se promenant dans les stands et en disant tiens j'achète ça pour le musée. Potentiellement tu vas nous dire. Donc est-ce que tu peux nous dresser le tableau un peu de ces différentes étapes dans la constitution? Alors d'abord je pense que pour avoir une stratégie d'acquisition, il faut bien comprendre une collection, c'est-à-dire que une collection de l'ampleur de celle du centre, voilà, j'aime autant dire que je ne vais pas, dès mon arrivée, dire je vais acheter ça, ça et ça. 35 000 œuvres, c'est sûr. Je pense bien comprendre la collection à laquelle on a affaire. C'est le premier point. Ensuite, en réalité, par le passé, on voit bien que la manière dont la collection s'est constituée, effectivement, c'est très lié aux conservateurs qui ont travaillé dans le service à partir d'une certaine période, à partir des années, disons, 90, et que la personnalité du conservateur, bien sûr, orientait des choix d'acquisition. Comme l'a expliqué Nathalie. Donc, je dirais que plutôt que de parler de stratégie, on va plutôt parler d'orientation. Je vais appeler ça comme de cet ordre-là. Plus le fait que le cabinet d'art graphique, il s'inscrit dans le musée national et donc il est en lien avec d'autres départements. Donc on a une stratégie d'acquisition qui est une stratégie globale. Donc ça, c'est très important. Au centre, on a, c'est vrai quand même, des moyens. Ils sont à la fois colossaux et très réduits, je veux dire, par rapport à l'ampleur de la collection. On sait tous que les budgets sont quand même d'année en année les budgets publics. On sait que c'est difficile. C'est difficile, mais eh bien, on déploie tout ce qui est de notre possible pour pouvoir pratiquer des acquisitions. Les acquisitions, elles sont de deux types. Elles sont à titre onéreux ou à titre gratuit. Bien sûr, nous avons beaucoup de dons. Mais nous faisons aussi des acquisitions à titre onéreux. Donc, ça peut être à des artistes. Donc là, effectivement, le choix s'impose. Tu me demandais comment ça s'organise. Donc, c'est effectivement une procédure assez complexe avec d'abord un comité de conservateurs. Donc, le comité de conservateurs se réunit, statue sur les propositions de chacun. Est-ce qu'il n'y a que, je dirais, le département des arts graphiques qui fait des propositions de dessin ou est-ce qu'il peut y avoir... Je te laisse, tu as compris ma question. Alors, non, pas du tout. Donc, c'est là où je voulais en venir, c'est que comme on est dans une même stratégie globale et qu'on est exactement, on ne sait pas parce qu'on est dans le domaine du dessin qu'on ne peut pas s'intéresser à la photo ou à la peinture. Évidemment, tout cela est complémentaire et le salon dans lequel nous sommes aujourd'hui nous montre que ces porosités, elles sont de plus en plus prégnantes, existantes. Absolument. Et qu'il faut en tenir compte. Alors donc évidemment, mes collègues conservateurs proposent des acquisitions d'art graphique, des fonds importants, on en discute avant, et c'est d'autant plus enrichissant. Donc c'est aussi, je dirais même que la majorité des acquisitions viennent en dehors du cabinet d'art graphique, viennent de suggestions de conservateurs qui peuvent être donc soit dans le département d'art contemporain, de prospective. Par exemple, on développe par exemple en ce moment beaucoup d'acquisitions sur le champ de l'Asie, puisque nous avons maintenant un centre Pompidou à Shanghai. Et bien évidemment, nous faisons entrer en collection des artistes qui sont des artistes qui viennent d'Asie. Donc ça, c'est important. On pourrait aussi... il y a eu cette importante exposition sur les artistes femmes. Donc notre collection, au départ, il y avait
finalement, on a fait le constat qu'on avait peu d'artistes femmes. Donc, c'est important aussi de leur accorder cette place, et même pour des artistes femmes historiques. D'accord. Question qui me vient à l'esprit dans cette manière d'acquisition et dans le parallèle avec ce que Nathalie évoquait tout à l'heure, effectivement, de l'exposition sur laquelle on travaillait ensemble et que finalement elle a trouvé, est-ce qu'il y a trouvé ici quelque chose est-ce qu'il y a des achats qui peuvent se faire en lien avec des expositions, en lien des expositions qui sont immédiatement à venir ou dans 2 ans? Absolument, absolument, tout à fait. C'est même très souhaitable. C'est un contexte qui nous amène à faire des acquisitions à partir du moment où on travaille sur des grandes expositions. Je ne citerai que Paris Noir, qui est actuellement à Beaubourg, voilà, qui a conduit à un certain nombre d'acquisitions, aussi bien dans le domaine des arts graphiques que dans le domaine des arts plastiques. C'est très très important de constituer des ensembles. On ne peut pas travailler en silo, enfin surtout pas. Enfin, je pense que ça serait vraiment dommage de penser une telle collection de cette manière-là. D'accord. Et puis après, moi j'ai quelques directions que je souhaiterais développer. Alors il y en a une qui me tient à cœur, dont on parlait tout à l'heure, qui est celle. Alors c'est un peu particulier parce que alors là on est entre le cinéma. On a 2 secteurs, le cinéma et le nouveau média au Centre Pompidou, et les arts graphiques. Et j'aimerais développer dans ce domaine-là ce qu'on appelle le cinéma graphique ou l'animation. Je trouve que là, on est plutôt lacunaire dans les collections du Centre, et je pense intéressant d'aller dans cette direction. Alors, ça nécessite justement de travailler avec Philippe Alain Michaud, avec Marcella Lista, mes collègues donc, du cinéma et des nouveaux médias, pour aller chercher des artistes qui vont travailler dans cette orientation. Alors, Philippe Alain Michaud, j'ajoute une petite précision, c'est la maison de production Miou, qui d'ailleurs a ouvert un espace de galerie dans le quartier Beaubourg depuis 2 ans, et qui présente, en dehors de ses travaux filmiques, des travaux graphiques des artistes dont il produit les films. Voilà, donc ça c'était, je pense que là, il y a un véritable axe de développement dans les collections qui n'existe presque pas pour le moment. Et par rapport à des technologies encore plus pointues, plus avancées, numériques, comme la réalité virtuelle, est-ce qu'il y a là aussi des pistes possibles? Ou est-ce que tu l'exclus du cabinet d'art graphique? Ah non, moi je pense qu'il ne faut rien exclure du tout. Ça, on commence à en parler avec Philippe Bettinelli, qui est le conservateur référent dans ce domaine. Et puis nous avons eu, pour parler des expositions, la grande exposition sur la BD. Donc bien sûr, on va faire entrer, on a déjà commencé de faire entrer en collection des artistes de la bande dessinée. Ça me paraît tout à fait nécessaire. Et puis voilà, et l'entrée de la collection de Charme, voilà aussi l'Outsider, c'est des choses très importantes. Donc effectivement, pour répondre à ta question, le lien avec l'actualité, avec l'exposition est très fort, et surtout sur des expositions qui sont de grandes expositions, qui dans l'ADN du Centre, qui sont des expositions qu'on travaille sur la durée, qu'on va préparer avec un appareil scientifique quand même important. Voilà. Donc une exposition, comme vous le savez, ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est comme une sorte d'iceberg. Et ce que vous découvrez dans les salles, c'est ce qui apparaît à la surface. Mais ce qui est en dessous, c'est un travail considérable. Bien sûr. Oui, et le travail considérable, il faut qu'il puisse fructifier au maximum. Voilà. Alors, pour toujours un peu rebondir sur la parole précédente de Nathalie, dans le salon, par exemple, qui est ici, Drawing Now, ou même celui qui est à Brognard, Salon du dessin ancien, est-ce que l'occasion s'est trouvée, ou va se trouver, il y a encore 2-3 jours, où tu vas repérer quelque chose qui t'intéresse, et à ce moment-là, comment, sur le plan de l'acquisition et du process administratif, tu peux le faire? Parce qu'on sait que aussi le marchand, il ne voudrait pas bloquer le dessin pendant 3 ans. Ah, oui. Alors ça, c'est long. C'est long quand on repère un dessin ou des dessins. Voilà, on en parle avec l'artiste ou avec la galerie, ou les deux. Et puis, je vous disais tout à l'heure, il y a une première étape qui est la présentation en comité de conservateurs, statut déjà une première fois. Et puis ensuite, une fois que c'est validé par le comité de conservateurs, nous avons une seconde étape qui est la commission
Donc la commission d'acquisition, où là, c'est des intervenants aussi présentent notre choix à un jury qui est constitué aussi de personnes représentantes, bien sûr, du ministère. D'accord. Et c'est seulement après cette deuxième étape que le dessin peut entrer effectivement en collection et rentrer et porter à l'inventaire des collections du centre. En tant que chef du cabinet d'art graphique, tu n'as pas une petite cagnotte qui te permet d'agir toute seule? J'ai pas de cagnotte, pas du tout. J'aimerais bien, ceci dit, mais non. Après, on peut. Il y a aussi donc dans la stratégie, enfin dans la politique d'acquisition du centre, un élément très important, c'est les sociétés d'amis. Donc, les amis du centre sont importants parce que, eh bien, ils sont très actifs, ils accompagnent beaucoup le centre Pompidou dans ses acquisitions. Et donc, il y a aussi des acquisitions qui passent par les sociétés d'amis. Il n'empêche que toute acquisition qui est proposée par les amis du centre doivent également passer en comité et en commission. Les dons et les donations, pareillement. Évidemment. Pareillement. Acquisition à titre onéreux ou gratuit, il faut considérer les deux sur le même niveau. Juste peut-être pour débrouiller dans l'esprit de certains, en tout cas dans le mien, la différence entre don et donation. Ah. tu as une réponse simple? Je pourrais te dire entre don et dation tout de suite. Mais... Entre don et dation, alors. Il y a une différence fiscale. La dation, c'est une avance sur un héritage, en fait. D'accord, en termes de succession. Oui, exactement. Le don, c'est un don manuel où tu n'auras pas de... Tu peux faire un don, d'ailleurs, totalement désintéressé ou un don où tu vas donner, mais tu pourras demander un rescrit fiscal. D'accord. Ça aussi, donc c'est une démarche supplémentaire. Voilà. Okay. Et alors, la donation, quelle est la subtilité? Je ne sais pas. C'est la même chose, je crois. Don-donation, c'est la même chose. Peut-être que la donation, c'est quand il y a l'affaire fiscale qui vient Nathalie, en Suisse, comment ça fonctionne, ces histoires de sous? Alors bon, chez nous, c'est beaucoup plus facile. Appel du pied discret. Nous, on travaille comme ça. On a une commission d'acquisition interne qui est constituée en fait de membres de l'équipe scientifique essentiellement, de la conservatrice aussi de la fondation Oskar Kokoschka. Et en fait, on peut acheter jusqu'à 5 000 francs ce qu'on veut. En fait, jusqu'à 5 000 francs, j'ai la signature. Voilà. Donc, si on se met d'accord, là, par exemple, pour les salon du dessin, salon de l'estampe et Drawing Now, eh bien, on a un groupe WhatsApp avec tous les gens qui participent à la commission d'acquisition et on s'envoie des choses et je peux décider, si le dessin est moins de 5 000 francs, je peux décider de l'acheter aujourd'hui. Voilà. Ensuite, jusqu'à 20 000 francs, il me faut la signature du maire de la commune. Ah, du maire de la commune. Du maire, voilà. Alors, il faut qu'on ait nos deux signatures. Donc là, il faut qu'on lui fasse une petite note. Alors, il est assez cool, donc on peut aussi lui envoyer un WhatsApp. Il faut être bien avec le maire. Marche. Ça marche par WhatsApp et on lui dit voilà, on a trouvé cette œuvre et on lui explique pourquoi elle est importante dans notre politique d'acquisition. Donc nous, on a rédigé une politique d'acquisition pour orienter justement c'est très difficile en fait d'acquérir. Comme vous le disait Claudine, en fait, il faut d'abord connaître extrêmement bien sa collection et puis définir le périmètre de ce qu'on va acheter ou pas, ou de ce qu'on va accepter ou pas en donation. Parce qu'en fait, par exemple, à Vevey, il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous propose des œuvres en donation. Et on refuse beaucoup de choses. On est obligé. D'abord, nos dépôts ne sont pas extensibles à l'infini. Et puis pour nous, quand on fait entrer une œuvre dans les collections, ça demande vraiment beaucoup de travail. C'est-à-dire il faut la conditionner, il faut la photographier, il faut l'inventorier. Enfin, tout ce travail, en fait, il faut des collaborateurs, il faut une équipe pour le faire et on ne peut pas tout accepter. Mais tout ça pour vous dire que notre commission d'acquisition, elle se réunit en général à 4 reprises par année, en mars, juin, septembre et décembre. Décembre, c'est quand il faut solder les lignes. Surtout pas qu'il reste de l'argent. Entre les commissions d'acquisition, on a cette souplesse de pouvoir réagir quand même globalement assez rapidement. D'accord. Claudine, oui, effectivement, non, mais effectivement, le volume d'acquisition, par exemple, au Centre Pompidou, est, je dois vous le dire, considérable. Tellement considérable que pour le cabinet d'art graphique, en proportion par rapport aux autres départements. Oui. Tout d'un coup, depuis ces dernières années, on achète beaucoup de dessins. Voilà.
C'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, comme on est dans le lieu du dessin, on ne peut que se réjouir de ce phénomène. Réjouir, voilà. Bien sûr. Mais ce qui implique, nous, à notre niveau, il y a quelqu'un de mon équipe qui est là, donc elle pourrait en témoigner, un travail effectivement considérable, ce que vous rappeliez tout à fait à juste titre. Quand un dessin arrive, eh bien, il faut le porter à l'inventaire, il faut le documenter. On a une documentation des œuvres qui est aussi très importante. Hein. Chaque dessin est documenté. Et évidemment, il est marqué. Il faut après... il faut le restaurer éventuellement aussi, puisqu'on ne va pas non plus les laisser en mauvais état. Et puis, voilà, les mettre à minimum. Après, il faut les stocker. Alors, il faut imaginer le stockage, l'importance du stockage. Voilà. Et donc, le Centre Pompidou va bientôt déménager. Comme vous le savez, la réserve va bientôt déménager. Comme vous le savez, donc, le musée est fermé. Et nous construisons actuellement un nouveau centre de réserve à Massy. Donc, on aura des grandes réserves qui seront donc installées à Massy, et ce qui va nous permettre de déployer voilà, nos collections, les réserves de nos collections autrement et de penser justement la réserve autrement. Alors, avec beaucoup de talent, Claudine vient de faire la transition sur la constitution à la diffusion, d'une certaine manière, puisque, oui, l'heure tourne en plus, mais de fait, quelques mots maintenant sur cette politique de la diffusion. Allez, on commence par la Suisse et par Vevey. Quelle place ça prend dans le travail de direction que tu as et comment tu envisages cette diffusion? Est-ce qu'il y a une politique faute de stratégie? Oui, bien sûr. Plusieurs éléments concourent évidemment à la politique de diffusion, que ce soit la politique de recherche, la politique d'exposition, de publication et aussi évidemment toutes les mesures de médiation culturelle. Donc nous, c'est vrai que dans notre programmation, on essaye toujours de travailler sur des propositions en lien avec nos collections. Ça signifie qu'on a réalisé un programme d'exposition vraiment en lien avec le dessin. Je vous donne quelques exemples. En 1997, l'exposition 5 siècles de dessin, qui célébrait justement le don de René de Séranville dont je vous ai parlé préalablement. En 2012, La tentation du dessin, une sélection d'œuvres qui allait du XVIe au XIXe siècle avec les principales écoles représentées dans nos collections, donc françaises, italiennes et nordiques. En 2016, l'exposition Rien que pour vos yeux, les plus belles feuilles des collections, dessins anciens, dessins contemporains. En 2018, on a invité Frédéric Pajac à assurer le commissariat d'une exposition qu'il avait intitulée Dessins poétiques, dessins politiques, où là aussi, il ouvrait un petit peu le périmètre en fait, du dessin traditionnel avec du dessin de presse, du dessin politique, etc. En 2021, on avait fait avec Pamela Gerda justement l'exposition XXL, le dessin en grand. Vous avez vu passer une installation de Jérôme Zonder, c'était dans le cadre de cette exposition. Et puis en 2023, alors là, ce sont nos plus belles feuilles des Audelaire et quelques peintures qui ont traversé l'Atlantique en 2 vols, au cas où il y avait un crash d'avion, pour rejoindre la Morgan Library and Museum de New York. Le temple. Exactement. Et donc là, on était évidemment très fiers de pouvoir diffuser outre-Atlantique. C'est pas si fréquent que ça. Et l'année dernière, Pamela Gerda a fait une exposition intitulée Disegno Disegni sur notre collection de dessins italiens. Donc ça, c'est un petit peu constant, je dirais, ces expositions de dessin. Actuellement, on a une exposition consacrée à Françoise Petrovitch. Et vous avez vu aussi une image de l'exposition. Et dans le cadre de cette exposition, on a acheté un grand lavis de Françoise Petrovitch. On participe depuis sa création chaque année au Salon international du dessin d'Arles. Et on y organise aussi des expositions. Cette année, on présentera une exposition consacrée à Corot. On a aussi des projets pour l'avenir. Un projet en 2027 avec le FRAC Picardie, donc c'est le FRAC d'Amiens qui est vraiment spécialisé dans le dessin. Et donc, Pascal Neveu, son directeur, viendra chercher des feuilles dans nos collections et nous, on pourra aller puiser chez lui. Le FRAC Picardie qui est partenaire de Drawing Now. Absolument.
Et puis, un projet avec Claudine aussi pour l'avenir, mais ça, c'est encore top secret. C'est un scoop, là, j'étais ça, pas c'est au courant encore top moi-même. secret. Bon, on va essayer de savoir plus par Claudine, alors. Et puis, alors juste encore 2 choses. On a mis en ligne les collections récemment. Donc ça aussi, c'est un moyen de diffusion du dessin et de l'estampe. Et on organise au sein du musée des cours sur les techniques du dessin, notamment avec l'Institut suisse pour l'étude de l'art et aussi en collaboration avec les universités de Suisse romande. Et une question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il y a des expositions que Vevey organise et qui sont itinérantes, donc une diffusion de l'exposition elle-même? Absolument. On a organisé une exposition consacrée à une artiste française, mais ayant vécu en Suisse, Marguerite Burnat-Provin. Et après la station Veuvezanne, l'exposition est partie dans la ville natale de l'artiste à Arras. Mais ça, c'est pour vous donner un exemple, mais il y en a, il y en a pas mal. Claudine, la diffusion de la collection, d'autant plus qu'effectivement, on entre dans une ère de fermeture du Centre Pompidou pour 5 ans, donc il y a du boulot de diffusion, je suppose. Oui. Alors, nous ne dormons pas. Nous n'en avons jamais douté. Et au contraire, je pense qu'on va continuer une politique de diffusion très active, très active, puisque de toutes les façons, donc le dessin accompagne la plupart des projets du Centre Pompidou hors les murs. Donc d'abord, on a nos antennes. Notre antenne à Metz, avec une exposition qui va venir qui s'appelle Dimanche, où il y aura beaucoup de dessins. Notre antenne de Shanghai, où il y aura aussi prochainement, quand est-ce que ça va? En 2026, une exposition qui sera montée par Frédéric Paul sur Fluxus, où on a aussi un bel ensemble de dessins de Fluxus qui sera présenté à Shanghai. Il y a aussi notre antenne de Canal, alors à Bruxelles. Alors là aussi, Canal. On va avoir beaucoup de présentations donc, de dessins, mais là, ce ne sera pas des expositions de dessins. Donc là, le dessin s'intègre dans une programmation plus vaste où on va déployer nos collections sur le site de Canal. Et puis, bien sûr, alors des expositions plus spécifiquement dédiées au dessin, à laquelle nous travaillons actuellement, à commencer donc par la fin de l'année, en décembre. Donc, comme vous le savez peut-être, donc le centre va exposer jusqu'en 2030 au Grand Palais, dans 2 lieux, les Galeries Seine et les Galeries Champs-Élysées. Et donc, nous avons la chance donc d'exposer. D'abord, donc, il y aura la collection de charmes qui sera exposée à partir d'octobre. Et puis ensuite, nous aurons en décembre, une exposition, donc Dessiner, voir, qui sera consacrée uniquement à la collection d'art graphique, avec plus de 300 dessins que nous avons sélectionnés avec la conservatrice qui est dans mon service, Anne Montfort. Pour commencer. Ensuite, ça sera le LAM avec Antonin Artaud en 2026. Donc le LAM à Villeneuve-d'Ascq. À Villeneuve-d'Ascq. L'année prochaine, Louise Bourgeois, une exposition que réalise aussi Anne Montfort, donc Louise Bourgeois à la BNF. Et d'autres que je ne citerai pas parce que je ne peux pas encore les citer, mais je pense que le dessin permet justement ce dont je parlais tout à l'heure avec Nathalie, aussi de prévoir des projets qui sont à petite échelle, pas des méga expositions, et de faire des projets avec une 50, centaine d'œuvres. Voilà. Et ça offre quand même, je pense, beaucoup de possibilités, beaucoup d'inventions. Il y a un exemple en ce moment qui est intéressant, c'est celui du musée d'Orsay, qui, dans une politique de prêt à des entités régionales, évidemment, je crois que c'est limité à l'Hexagone, mais c'est interne, de prêter une œuvre un peu phare. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait être imaginé pour le dessin, puisque vous avez des chefs-d'œuvre dans ce cabinet d'art graphique? Est-ce qu'il y a un vecteur comme ça qui est pensable? Alors, on le fait plus pour les autres secteurs de collection, où bien sûr, on va déployer notre collection avec de nombreux musées partenaires en France. Ça fait partie de ce qu'on appelle la constellation. D'accord. Et donc, avec le Centre Val-de-Loire, par exemple, le Musée des Beaux-Arts de Lyon, voilà, etc., etc. Donc là, on aura une politique de dépôt temporaire très, très,
très active, très active, bien sûr. Mais dans le domaine des arts graphiques, compte tenu de la fragilité et du fait qu'on doit, vous savez, les mettre au noir, la règle, c'est le dessin est exposé 3 mois tous les 3 ans. Eh bien, non, on ne va pas les déployer de cette manière-là. Non, non. Je pense que la période de fermeture sera aussi, en dehors du fait évidemment d'avoir des expositions, c'est aussi, je pense, le moment, avec cette nouvelle réserve, de travailler aussi, de penser la collection, de penser le dessin au XXIe siècle. Ça, je pense que je suis convaincue qu'on a au Centre Pompidou un vrai enjeu à penser le dessin au XXIe siècle. Et ça, peut-être, donc ça reste encore à créer. On n'a pas encore beaucoup... on n'a pas eu le temps, ou en tout cas moi j'ai pas eu le temps depuis que je suis arrivée à la direction du service, de déployer avec, par exemple avec l'INHA, avec les artistes, voilà, de mettre en place un champ de réflexion autour du dessin au XXIe siècle, qui est un, comme ce salon le montre, le dessin est un médium très important pour les artistes aujourd'hui. Un mode d'expression fondamental, qu'il a toujours été d'ailleurs, mais qu'on ne peut plus considérer comme étant uniquement comme étant l'œuvre préparatoire. Bon, ça, je ne vous apprends rien, mais je crois que c'est abandonné. C'est abandonné, mais il n'empêche que aussi dans sa matérialité, voilà, il y a vraiment quelque chose à penser et savoir. Alors tu posais la question des contraintes. Comme ça, je glisse sur la. Oui, non, j'allais justement dire que tu avais l'art de la transition prémonitoire, puisque je voulais, compte tenu que je vois l'heure qui tourne, je voulais vous demander à chacune d'entre vous, je vais jouer le naïf total, et je vais vous demander, mais qu'est-ce que c'est un dessin ? Nathalie, quelle réponse tu me fais ? Tu as le droit à une citation, hein ? Oh. Non, mais je pense à tous ces merveilleux artistes qui ont laissé des citations sur le dessin. Absolument. Mais j'aimerais bien une citation, Nathalie Schex. Oui, eh ben, c'est sympa comme question. Claudine a le temps de préparer la sienne. C'est fait. Bon. Disons, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir une réponse univoque sur ce que c'est que le dessin. En fait, il y a tellement de formes dessinées aujourd'hui. Il y a même de la tridimensionnalité dans le dessin. En fait, que ce soit le support ou le médium qu'on va utiliser dans le dessin, en fait, aujourd'hui, il y a une telle diversité que je serais bien en peine de donner une définition qui embrasse justement toutes ces possibilités-là. Donc pour moi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est le médium qui permet à l'artiste d'exprimer peut-être le plus soudainement et le plus intensément ce qu'il traverse en fait, parce qu'il y a un accès quand même assez facile au support en fait, peut-être un peu plus que la peinture qui nécessite. Bon après c'est pareil pour le dessin, il y a des dessins qui demandent tellement de temps à être exécutés. Mais je trouve que c'est vraiment une question assez piégeante. Et si quelqu'un a une super définition, je suis très, très preneuse. J'en proposerai une tout à l'heure. Claudine, je t'écoute. Nous t'écoutons, pardon. Oui, enfin, moi, je rebondis. Pour moi, oui, le dessin, là, je cite, il est la base de tout. Voilà. Giacometti. Voilà, c'est Giacometti et non pas Ingres. Et ça aurait pu être Ingres aussi, qui a une citation assez approchante. Oui, elle est très fameuse, la citation d'Ingres. J'essaye de la chercher dans ma tête. Mais en tout le cas, dessin n'est pas... Il est la base de tout. Et donc, pour moi, le dessin, c'est vraiment la pensée. C'est ce qui précède. Il va même plus vite que la pensée, peut-être. Et là, je crois que c'est là où on a un terrain de réflexion gigantesque. Surtout aujourd'hui, et que bien sûr, en termes patrimonial, on va être attaché pour des raisons de conservation et de restauration au fait que le dessin, c'est d'abord l'œuvre sur papier. Mais même si on pense œuvre sur papier, dans un musée tel que le Musée national d'art moderne, on peut se poser des questions à où est-ce qu'elle se situe. Par exemple, on a comme ça, on pourrait réfléchir à une mise à plat, hein, vraiment
voilà, dans des collections globales et se dire, bon, parce que est-ce qu'une œuvre qui est faite sur papier et marouflée sur toile, alors elle est dans quel département? Elle est dans le département des dessins ou dans le département des peintures? Quelquefois, on ne sait pas exactement. Il y en a certaines sont dans le département des dessins et d'autres dans le département des peintures. Si l'œil cacodylate de Picabia, par exemple, c'est essentiellement du papier, mais il n'est pas dans le département du dessin. Les figures en papier de Marcel Janco, elles sont dans le département des sculptures. Ah oui. Donc, voilà, il y a Quelle des choses porosité. comme ça. Il y a beaucoup de porosité. Donc, la porosité, elle est constitutive de la collection. Et là-dessus, on doit y réfléchir. Plus le fait qu'aujourd'hui, on peut aller vers l'immatériel. Donc, oui, on peut. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes les deux de votre disponibilité. Et peut-être la parole à la salle, qui a des questions, je le suppose. Parce que dans cette salle, il y a des artistes, il y a des historiens d'art, des conservateurs, il y a des collectionneurs, et des amateurs. Madame, on vous écoute. Tenez, prenez le micro, c'est encore mieux. Est-ce que vous, dans vos collections, est-ce que vous vendez des... Est-ce que vous... J'arrive pas à trouver le bon mot. L'inaliénabilité. La question de l'inaliénabilité de l'œuvre d'art. Voilà, alors, exactement. chez nous, très, en France, très elle est intéressant, stricte. on n'en sait rien. Chez vous aussi? C'est-à-dire, alors? Donc, on ne peut pas On vendre. ne peut pas se séparer d'une œuvre. Du moment où l'œuvre entre dans des collections publiques, c'est impossible, non. C'est inaliénable. Voilà. Inaliénable. Très bien. Après, il y a des événements, hein, et c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas parlé de toutes les contraintes, notamment les contraintes de conservation de certaines pièces, et il y a des pièces qui s'autodétruisent. Ah oui, non, mais il y en a qui... Oui, que le suicide du dessin, ça existe. Je voulais juste vous donner mon idée sur le dessin. Eh ben, allez-y. Enfin, c'est juste c'est très. Ça nous fera réfléchir, voilà, c'est parfait. C'est très sensitif. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de référence derrière. Pas de problème. Voilà. Dites. C'est marrant parce que un dessin, pour moi, c'est un objet que je vais pouvoir m'approprier à partir du moment où sa dimension est accessible pour moi. Bien sûr, si c'est un dessin, je parle de la forme, hein, du format. Dès que ça dépasse une certaine dimension, je vais dans mon psychisme, je vais plus le classer dans le dessin. Enfin, c'est amusant. Non, mais voilà une réponse. Au-delà, voilà, la question de la proximité. La proximité, exactement. Oui. Je pense que le dessin est dans la proximité de la pensée. Dans la proximité de la pensée. Ah ben voilà, merci. C'est sans doute. Une question, madame. Merci, bonjour. Moi, j'aurais aimé savoir quelles étaient les informations que vous attendez quand vous dites que vous documentez un dessin. Les informations quand ces dames documentent un dessin. Alors, il y a l'aspect matériel, physique de l'objet. Absolument. La recherche, évidemment, sur l'auteur du dessin. On fait des recherches bibliographiques pour savoir ce qui a déjà été publié au sujet d'une œuvre, dans quelles expositions l'œuvre a déjà été montrée. Et puis, il y a toute une partie sur la recherche de provenance aussi. Donc, savoir, depuis la création de l'œuvre, dans quelle collection ou en quelle main l'œuvre a été et quelle a été sa trajectoire. D'où vient-elle, cette œuvre? Le CV de l'œuvre. Le CV ou le passeport, on appelle ça, oui, effectivement. Ah, en Suisse, vous dites le passeport. En fait, c'est pas Lagerda qui a utilisé cette expression parce qu'elle vient de faire justement une exposition sur la recherche de provenance, puisque vous savez qu'on est tous très inquiets d'avoir des œuvres spoliées dans nos collections et que par conséquent, ça implique de faire vraiment un travail de recherche très important pour être sûr que nos provenances soient propres. Et ensuite, on peut aussi avoir une documentation sur des articles qui seraient déjà parus, qu'on va lier dans notre fiche d'inventaire, sur des œuvres en lien. Par exemple, un dessin qui serait tiré d'une estampe, on va aussi documenter l'estampe qui a inspiré le dessin. Oui, vraiment, le champ de recherche est extrêmement vaste.
le maximum d'informations. Claudine? Oui, on a aussi, au-delà du passeport, il y a aussi un aspect important qui est celui de la conservation, un dossier d'œuvre qui est aussi un dossier restauration, avec les différentes restaurations, chaque restaurateur, parce que on reste pas... un restaurateur va rester, je ne sais pas, 10, 15 ans, 20 ans dans une institution, et il faut qu'il y ait les traces de son intervention pour celui qui va venir après. Et donc ça, c'est très très important pour cette mémoire de la restauration, pour pas, voilà, pour savoir, ça oriente ce qu'on va faire aussi, les possibilités d'intervention sur tel ou tel dessin. On arrive à faire des miracles de restauration. Je vois comment ça se passe et c'est assez vraiment impressionnant. Donc ça, c'est des aspects importants. Puis le dossier d'œuvre, c'est ça aussi qui nous permet après de nourrir, voilà, toute la collection dont je vous parlais tout à l'heure, elle est en ligne. Donc si vous faites Navigart, Centre Pompidou, vous cochez l'onglet art graphique, vous avez toute la collection qui est en ligne. Donc ça, c'est grâce au dossier d'œuvre qu'on arrive aussi à alimenter toutes ces données. On pourrait même améliorer, hein, on pourrait même aller plus loin, mais il nous faudrait plus de temps ou plus de personnes pour faire on pourrait faire même en ligne, on pourrait faire des expositions, enfin je sais pas, ou des dossiers plus approfondis, accessibles. Mais ça, voilà, c'est une question de moyens. Tu voulais dire quelque chose? Très prosaïquement aussi, l'emplacement de l'œuvre pour la retrouver quand on la cherche. Pas mal. Dans les arcanes du musée de Vevey ou du Centre Pompidou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais vous poser une dernière question à l'une comme à l'autre. On peut rester vraiment objectif quand on dirige une collection d'un médium dont on peut avoir vers lequel on peut avoir une certaine tendresse. Je pense à avoir envie de rentrer à la collection quelque chose qui serait plus effectivement d'un regard ou d'une envie subjective que d'un regard objectif. Ou est-ce que vous laissez le subjectif agir autant que l'objectif? Absolument. Impossible. Hein. D'accord. Sinon. C'est évident qu'en commission d'acquisition, toutes les personnes qui sont autour de la table parlent de leur coup de cœur, c'est évident. Et ça conduit nos choix, en fait, quand même. Avoir le privilège de travailler dans ce domaine, c'est quand même un métier de passion. Et être uniquement objectif, ça me paraît assez difficile. En revanche, la question qui prédomine, c'est toujours le lien avec l'institution. C'est-à-dire que même si on aime des choses, il faut qu'elles fassent sens avec l'identité même du musée dans lequel on travaille. Et ça, on n'y coupe pas. Donc voilà, je dirais que la subjectivité première est ponctuée de rationalité. Claudine? Oui. J'irais même au-delà, parfois. Il y a des temporalités aussi. Il y a des moments. On peut avoir des coups de cœur. Il faut laisser le temps quand même. Je pense que c'est vraiment important de ne pas se précipiter. C'est tentant de se précipiter, mais je crois qu'il faut toujours... Parce que ça décante. Oui, prendre la distance. Le fait de décanter, c'est aussi important. Et peut-être même aller contre sa première direction. Enfin, même aller contre, je trouve intéressant d'aller vers des choses où spontanément on ne serait pas allé du tout. Et c'est pour cela aussi que j'aime travailler avec mes collègues conservateurs qui, eux, vont apporter un œil, un regard différent. Et je me dis, ah oui, c'est bien aussi pour la totalité de la collection. Et bien sûr, je n'aurai certainement pas l'ambition de répondre à une collection aussi gigantesque, voilà, avec un seul œil. D'accord. Oui, c'est pour ça qu'on fait des commissions, justement. Et par contre, nous, sur le temps, sur la question de la temporalité, c'est vrai que quand on mise pour une vente aux enchères, là, on n'a pas le temps. C'est vraiment la seule exception où là, il faut se décider rapidement parce que sinon, l'œuvre nous passe sous le nez. Et par rapport à cette question que soulève Nathalie, qui est très importante, celle de la vente aux enchères, donc de l'acquisition lors d'une vente, le dispositif juridique, est-ce qu'il est le même en France et en Suisse?
c'est-à-dire d'assister à la vente, de laisser le marteau tomber et de se lever en disant préemption. Pas du tout. Alors, c'est de nouveau plus agile. C'est bien comme ça que ça chez marche nous. en France. C'est bien comme ça que ça marche chez vous. Tu le pratiques, non? C'est pas de ton ressort le droit de préemption? C'est tout à fait de mon ressort, mais T'as pas eu l'occasion de le J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Parce que ça demande une veille. La veille de vente publique, c'est un grand travail. Il faut vraiment. Mais j'imagine. Voilà, j'imagine. Mais je suis absolument convaincue qu'il faut le faire. Et comment ça fonctionne? Alors, tu disais que c'est différent. Alors, nous, on essaye toujours d'aller voir les pièces avant la vente. Ça, c'est vraiment un préalable. Et si vraiment on ne peut pas se déplacer, si la vente a lieu, par exemple, à Londres et qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un, à ce moment-là, on demande des images haute définition des œuvres pour pouvoir les examiner, recto et verso. Et puis après, Et décadrer, oui, bien sûr, décadrer. C'est très, très important pour voir l'état de la feuille, l'état de conservation de la feuille. Et puis après, voilà, on met une limite supérieure à notre... Il n'y a pas de droit de préemption chez vous en Suisse? Non. D'accord. Enfin, s'il doit y avoir, j'imagine, des droits de préemption, mais nous n'y sommes pas soumis. En tout cas, c'est... Oui. D'accord. Plus de questions? Eh bien, je vais vous dire une chose, vous pouvez aller tout ce que vous voulez, il n'y aura pas de droit de préemption dans le salon. Et le salon dure jusqu'à dimanche soir, je ne sais plus quelle heure, 19h il me semble aussi. Merci beaucoup de votre écoute et merci mesdames.